Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son histoire et de son parcours. Tout d'abord, j'aimerais remercier notre commanditaire Lajoie, donc un agent manufacturier en équipement de plomberie résidentiel et commercial. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets, n'hésitez pas à les contacter. Ainsi que Grande Fosse, qui est un manufacturier de pompes représenté par Lajoie. Donc, si jamais vous avez besoin de pompes sur vos projets pour les ingénieurs ou pour les propriétaires d'immeubles, vous voulez optimiser votre système, n'hésitez pas à nous contacter chez Lajoie. Ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir à nos invités des super beaux sacs. Cette semaine, j'ai l'opportunité d'avoir rencontré Bruno Lonval de chez Boutiette Parizeau qui nous raconte tout son parcours. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour Bruno, bienvenue au podcast. Quand on s'est parlé, dans la première partie, on parlait de toute la job, la COVID, tout ça. Puis là, on se disait, ces moments-là, tu veux pas dans nos carrières, ça va nous marquer définitivement. Là, ça va faire partie de nos points après 40 ans de carrière, peut-être plus, que ça va être un moment marquant pour le Québec, mais aussi côté personnel, de vivre tout ça, ces crises-là. Dans nos vies, puis avoir eu nos enfants aussi. Exact. Mais pour un ingénieur mécanique, puis pour une firme de génie, là, ce moment-là, surtout si tu œuvres dans le milieu public, après le SRAS, là, on s'en souvient pas, mais il y a tout un cadre normatif qui est arrivé pour faire de la gestion de pandémie. Puis je te dirais que jusqu'en janvier-février 2020, t'expliques aux gens qu'il faudrait qu'on prévoie la ventilation pour faire face à la pandémie. Puis c'est bien obscur, tout ça, là. C'est bien obscur. Et pourtant, ça faisait... Puis quand il disait qu'il voulait faire une chambre d'isolement au cas où, ben là, tu dis ça prend un sas, puis c'était bien obscur. Mais pourquoi la pression va être négative? Puis pourquoi la ventilation? C'est important. Non, on va laver les poignées de porte, tu sais, c'était ça. Ouais, on va tout mettre dans le cuivre, on met une poignée de porte. Oui, mais on va frotter les poignées de porte, ça va bien aller, là, on se tous dans le coude, puis je sais pas pourquoi on mettrait de la ventilation plus importante que... Puis il n'y a plus personne en 2021 qui met en doute la qualité du travail qu'on fait, puis la raison pour laquelle on le fait, en termes de niveau de ventilation à maintenir dans un bâtiment. Puis quand tu dis que tu fais de la qualité d'air intérieur, là, les gens comprennent maintenant pourquoi, tu sais. Ouais. Puis qu'est-ce que ça change dans nos vies d'avoir des espaces qui sont bien filtrés puis bien humidifiés. T'sais. Oui, puis l'impact. J'ai la chance qu'on parlait des fois de certains hôpitaux qui plus anciens, puis tu rentres dans ça. Puis mes parents, des fois, ils me disaient ça sent le renfermé. Puis là, j'ai certaines sections de très vieux hôpitaux là, de Montréal, des 30 puis 40 ans. Puis là, j'ai eu des bonnes nouvelles la semaine prochaine. Là, ils font des investissements majeurs dans ces hôpitaux-là. Ils ont la qualité de l'air versus des nouveaux hôpitaux que tu rentres, tu fais « My God! » Mais il faut que tu vives les deux. Mais là, maintenant, on est tellement habitué que la qualité de l'air fasse partie de notre quotidien, des nouveaux immeubles, nouveaux hôpitaux, que là, on le voit tout de suite quand elle n'est pas là. Oui, mais l'importance de ça partout, dans tous les domaines, dans les écoles, dans les bureaux. Là, maintenant, les gens ils comprennent l'importance de ce qu'on fait dans la portion cachée des murs. Puis ça, le post-pandémie, là, je pense que c'est ça la leçon là, qui a changé dans la perception que les gens ont du métier qu'on fait en mécanique puis en électricité du bâtiment. Ça, il y a un avant puis un après. Puis je te parlais des challenges, des agrandissements d'hôpitaux, mais on a aussi eu les challenges de climatisation. Pendant la pandémie, quand les gens se sont rendus compte que ça fait des années qu'ils tolèrent des températures caniculaires dans leurs espaces de travail, mais là, ils vont devoir le faire avec des équipements de protection individuelle.
il y a des hôpitaux qui m'ont demandé est-ce qu'on peut l'avoir avant la Saint-Jean, la climatisation de 100 000 pieds carrés d'hôpitaux? Ben, on l'a fait. Ouais. On l'a fait. C'est sûr que on a pris tout ce qu'il y avait de tuyaux disponibles dans les 3 shops possibles, puis on les a plantés un petit peu sur le terrain, puis sur le mur en s'en allant. C'est curieux parce que je suis un ingénieur qui est réputé pour avoir une grande préoccupation sur l'effet architectural de mon travail. Je l'ai un peu moins eu en 2020, mais on a affronté des défis. T'sais. Moi, à partir, quand j'ai vu le vidéo avec le tape rouge, je dis bon, Bruno, le côté architectural est tombé, il n'y a plus d'importance de ce côté-là. Il y a une vidéo de drone aussi où on voit des tuyaux puis des conduits autour d'un des hôpitaux majeurs de Montréal. Puis, ouais, mais il fallait qu'on. Il fallait agir. C'est de l'ingénierie de guerre, c'est ce que je te disais la semaine passée. C'est ça. Puis, tu sais, le côté, un moment donné, il y avait un résultat qu'on voulait. Puis là, on aime ça faire un résultat que visuellement. Parce que, tu sais, le côté visuel là, des choses, là, on le voit tous les jours. T'sais. Fait que t'as beau avoir le meilleur système, si à toutes les fois tu regardes ou tu rentres à quatre parts, c'est là, ça marche pas. Tu sais comme moi, l'atmosphère sera pas là. Tu sais, les nouvelles écoles, les nouveaux hôpitaux, beaucoup de fenêtres, beaucoup de fenestration qui permet la lumière du jour, qui l'étude et tout ça, ça a un impact là, dessus. Puis on la voit dans la qualité, on parle de la qualité de l'air, mais on parle aussi le confort des occupants. Ça en fait partie au day-to-day. T'sais. Fait que oui, il faut que ça soit beau. Et la qualité acoustique sur mes jobs. J'ai une allergie à entendre les systèmes de ventilation, puis c'est mon métier. Tu dois capoter ici. Hein? Tu l'entends depuis tantôt. Je l'entends. Puis j'essaie toujours d'avoir cette préoccupation-là. Comment on fait pour ne pas l'entendre? Comment on fait pour que nos systèmes soient discrets? Même que ça m'est arrivé sur un projet, finalement, les gens me reviennent parce que l'acoustique du projet n'est pas bonne, mais notre système de ventilation était tellement silencieux que malgré toutes les STS que l'architecte mettait dans les murs, ben, on y entendait toujours un peu la voix écho de la personne de l'autre côté. Dans le fond, c'est parce que ces gens-là étaient habitués de travailler avec un masquage sonore. C'est ça, t'avais coupé trop de bruit, fait que là, ça permettait d'avoir une meilleure écoute. Mais bon, bref, qualité du produit qu'on fait, c'est pas juste sa gestion d'énergie et sa qualité d'air, c'est l'équipe professionnelle. Là. C'est ça qui est le défi, qui est le fun dans notre métier. Là, on parle des projets publics, mais vous faites aussi beaucoup de privés. Ouais. Comment vous gérez ça? Veux pas... j'aime jamais étiqueter les gens, de dire « toi, t'es fait pour tel type de job », parce que pour que la personne évolue, ben il faut qu'il touche à tout. Mais comment vous gérez? Parce que, c'est deux façons de penser différentes. Tu vas me dire, la qualité de l'air, l'ingénierie, Bruno, à la fin de la journée, là, c'est la même chose. Oui, mais les types de clients varient. Comment vous gérez ça à l'interne? Ben, c'est une question difficile de savoir comment on gère ça à l'interne parce que go with the flow. C'est un peu go with the flow, en effet. Puis, ultimement, il y a des personnalités qui s'entendent mieux avec d'autres personnalités. Je te disais qu'en construction... c'est de la psychologie. C'est des relations humaines. Mais après ça, les défis sont différents. Là. Moi, ma pratique privée, j'ai voulu toucher à tout. Là. Je me suis éparpillé un moment donné. Là. J'ai touché à peu près tout ce qui se fait de projet. Puis je n'ai pas trouvé un qui était plus facile que les autres. Là. J'ai fait l'ingénierie. Je dis j'ai. L'équipe, là, c'est un travail d'équipe. Là. Moi, mais l'ingénierie du projet Arbora, tu sais. J'ai eu la chance de signer les plans mécaniques d'un des projets les plus nominés en développement durable, un projet résidentiel. Toute la structure bois. En bois, avec une structure d'acier pour porter un parement de maçonnerie parce qu'on est à Montréal. Et donc, à réussir à aller chercher la même densité d'occupation, mais avec des poutres de bois partout, pas perçables. Bref, un projet quand même complexe. Puis il y avait des défis complètement différents parce que il y a des investisseurs, il y a des clients que c'est leur maison à eux, chez eux, qu'ils attendent.
Donc, il y a une préoccupation de la qualité de ce qu'on va leur donner. Est-ce qu'on est capable d'être dans les délais? Est-ce qu'on a... Les surcoûts, c'est très, très difficile à absorber. Il ne faut pas qu'il y en ait. D'autres challenges. J'ai beaucoup fait aussi d'université, faire des laboratoires de recherche pour des chercheurs. Par définition, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est sûr, ils cherchent. Puis là, il faut... Ça me fait tout le temps rire, ça, mais c'est vrai. Ben, moi, je le dis tout le temps, le premier changement qui va arriver, ça va être la position des prises électriques puis des sorties d'eau. Vous ne savez pas ce que vous voulez, fait qu'on va mettre quelque chose, puis vous allez avoir une idée où il va y avoir le Fonds canadien d'innovation qui va vous financer une recherche par le temps qu'on a fini nos plans de devis. Ben, on l'adaptera. Il faut être flexible. Ils cherchent. Ils cherchent. Mais j'avais ça. Ce matin, j'étais avec... avant le podcast, j'étais avec un gars qui... Il y a comme un besoin industriel de faire des lignes de packaging. Puis là, je dis, ben parfait, des lignes de packaging, on peut t'aider. Explique-moi ton projet. Ben c'est ça, là, je vais avoir 8 lignes de packaging, du liquide, des pilules. OK. Fait qu'en gros, tu veux faire une industrie packaging mobile, que les gens puissent venir, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais pas ce que tu veux packager. Ah non, c'est ça, il nous faut une flexibilité. Là, je dis, OK, puis là, tu veux que je te trouve des gens qui vont faire ça. Il fait, ouais, c'est ça. Ben, je dis, OK, je rencontre des gens très bientôt, ils vont t'aider. Je dis, là, je pitch la balle, puis go, regardez, allez-y, là, moi, je vous laisse aller avec ça. Les projets sans définition de programme, là, ça, c'est tough, là. J'ai fait, il y a une dizaine d'années, une chambre environnementale à l'Université Concordia, pour faire la recherche, avec un soleil artificiel, tu sais. Puis là, il fallait qu'on soit capable de faire toutes les températures de la planète Terre à plus ou moins 0,5 degrés Celsius sans stratification sur 30 pieds de haut. Fait que quand tu fais la moins 30, là, avec humidité contrôlée, puis t'allumes le soleil. On veut tester. T'allumes le soleil artificiel. Puis là, il faut que les systèmes s'ajustent pour qu'il n'y ait pas de stratification de température parce qu'on veut tester quelque chose là-dedans. Là, tu demandes quel genre de asservissement, quelle fluctuation vous pouvez vous permettre. Le chercheur, il ne sait pas, lui. Il veut chercher des affaires. Fait que le moins il y a de paramètres qui vont bouger, le mieux c'est. Il pousse tout ça dans ta cour. C'est ça. On s'adapte avec, dans le fond, au programme. Ça revient un peu toujours à la même chose. Peu importe que le projet soit privé ou public. Est-ce que le programme de besoin il est clair? Est-ce que tout le monde sait ce qu'ils veulent? Puis, ou s'ils ne savent pas, est-ce qu'on peut l'écrire s'ils ne savent pas? Oui, bien, puis est-ce qu'on peut exercer comme... Moi, je dis tout le temps, la pire position qu'on peut se mettre pour un ingénieur, c'est celui d'être juste un prestataire de service. C'est plate dans la vie, juste être un prestataire de service. On peut plus... Puis je vois une belle évolution, surtout au courant des 10 dernières années, je te dirais, que l'ingénieur, l'architecte sont plus juste des... donneurs de plans, puis go, ils sont impliqués dans le projet depuis le début. Un peu comme la salle, moi je l'appelle la salle météo, là. Mais la salle environnementale, ce laboratoire-là, vous étiez depuis le jour 1 que quelqu'un levait la main en disant « je veux ça », vous étiez là-dedans, puis ça vous a permis d'évoluer dans ça, puis d'être beaucoup plus impliqué. Puis moi, je trouve ça, si tu impliques les gens, les gens vont être ils vont être redevables un peu de la qualité du projet, puis des résultats à rendre. Fait que, je pense que c'est que des bonnes nouvelles que ça. Mais oui, il y a un gros changement ces temps-ci. En tout cas, moi, je le vois dessus. Puis quand les gens viennent chercher des ingénieurs ou architectes, il y a une raison en arrière de ça. C'est plus juste, on en fait soumissionner X, on les prend. Un peu dans le public, la version qualitative de qui va être impliqué sur le projet. C'est quoi vos idées? Comment vous voyez ça? Quel projet? Pourquoi j'irais plus avec vous autres qu'avec un autre firme? Puis là, tu te dis, tu te souviens, là, la qualité de ce projet-là? Ouais. Mais elle compte dans ouais. C'est plus juste un prix. C'est pour ça que dans notre marché,
Puis au Québec, on a la chance encore qu'il y ait une reconnaissance à la qualité. Puis la reconnaissance à la qualité, c'est reconnaître l'expérience puis la plus-value. Fait que c'est pour ça que Boutillette Parizeau, on tire bien notre épingle du jeu par rapport à ces 65 ans d'expérience-là, puis de la structure de captation puis de passation de savoir qu'on a mis en place par rapport à d'autres marchés dans d'autres provinces où c'est uniquement de l'ingénierie au prix. Quand tu fais des écoles avec de l'ingénierie au prix, là, ça finit une école de rooftop. Là. C'est ça que c'est, là, parce que il y a une prise de risque qui est associée à la quantité d'efforts que tu peux mettre, que tu peux pas mettre. Puis, que ce soit au privé ou au public, la différence de la qualité d'un projet souvent passe par la qualité d'un client. Moi, j'ai la chance d'avoir des clients qui, me font confiance depuis des années, nous amènent à nous donner un cadre pour avoir le temps de réfléchir, de travailler les projets en amont, puis donc de faire, ça nous apporte beaucoup comme expérience. Moi, j'ai la chance de réfléchir à énormément de projets différents. Je ne les compléterai pas tous jusqu'à la fin, mais en étant à la réflexion de base, ça me permet aussi de jouer la cheville, le pivot de transmission du savoir dans les équipes. Fait que la qualité d'un client, c'est pas différent qu'il soit au privé ou au public. C'est vraiment l'expérience, la force de tout le monde qui est autour de la table qui va en faire un bon projet. Quand on a des gens, présentement, je pense à un client qui il veut qu'on décarbonise tous ces bâtiments-là. Puis là, je peux bien faire un projet maintenant. OK, on n'ira pas jusqu'au bout de la décarbonisation de ce qui est existant, mais je fais comment après, Bruno? Comment on va faire ça? Ça, c'est hot. Puis de nous donner du temps, d'y penser, puis de faire pas juste le projet maintenant. Voici un bloc d'heures que tu me permettes de savoir, il y a mon projet avec son financement, mais le prochain, comment je fais un pas en avant vers l'objectif de décarbonisation? Ça me permet de faire réfléchir les gens autour de moi. Ça permet d'évoluer. Comme ingénieur, ça te permet de tu fais pas de copier-coller. Ah, ça, j'ai même... Je sais que tu es allergique à ça. Ben, j'ai pas réussi. J'ai voulu dans des petits programmes nationaux de maison des aînés, je pensais que j'en aurais 2 pareils. J'ai pas été capable d'en faire 2 pareils. Impossible. Ils ont toutes leurs particularités. On avait tellement peu de temps pour les faire, je voulais en faire au moins 2 pareils. Pas capable. Ils sont toutes différentes. Sont toutes différentes. Puis, elle qui va être faite à Montréal versus elle qui va être faite à Rouyn-Noranda, ben c'est sûr qu'il y a une différence. Juste le climat, thermodynamique des choses. C'est ça. C'est juste les climats sont différents. Mais à la fin, on n'est pas une république socialiste là, et communiste. Chaque individu qui vont opérer ces bâtiments-là sont différents et ont des pratiques de travail différentes dans leur propre discipline clinique ou d'entretien, de maintenance. Et ils avaient tous leur mot à dire dans la planification d'un programme comme celui-là. Fait que c'est pour ça que chacune des maisons des aînés s'est adaptée aux gens qui allaient les faire vivre. C'est comme ça dans tous nos projets. Puis, souvent, chez Boutillette Parizeau, dans les équipes avec les gens qui on travaille, ça arrive souvent qu'il y a un problème sur la table puis que la personne arrive devant moi en espérant une réponse. Mais je suis pas ton prof. Ouais, je peux faire du mentorat, je peux te conseiller, mais je suis pas là pour te corriger. Mais surtout, souvent, face à un problème, j'ai beau faire 18 ans, je fais ça, on part du même point toi et deux. Techniquement, là, on va partir du même point. Il y a de la lecture à faire. Il y a des calculs à faire. Je vais t'aider à faire de la gestion de risque pour choisir une réponse qu'on va fouiller, puis ça se peut qu'on soit obligé de revenir en arrière. Souvent, ça n'existe pas. J'ai un client qui... Puis c'est pas tous les projets... c'est pas tous les projets exceptionnels qui voient le jour. J'ai travaillé pendant 1 an de temps pour une métropole à concevoir un trottoir chauffant d'1,9 km de long.
c'est hot les efforts qu'on a mis dans ça, à chercher. Puis là, on était rendu avec des essais en laboratoire dans une chambre environnementale. Malheureusement, pas celle que j'avais conçue, mais une autre, pour voir. Puis là, on avait des réflexions avec ça. Là, la météo à Ottawa, la vitesse des vents, la température de surface, à quelle vitesse on monte pour faire fondre la neige, pour faire une patinoire. Bon, c'est dommage, pas tous les projets qui voient le jour à la fin de cette idéation-là, mais jour 1, en fait, commençons à faire une revue technique mondiale. J'ai déjà fait. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? La particularité de l'architecture, parce que c'est sûr que des fois, il y a des projets, si on enlève les fenêtres, c'était facile. Dans ce cas-là, c'est... dans ce tu veux régler le problème, enlève les fenêtres. Tu veux un trottoir chauffant? Bon, mettez-moi 2 pouces d'asphalte, ça va bien aller, mais c'est pas ça qu'ils voulaient, là. Ils voulaient du granit 6 pouces rose. Bon, OK, on va... OK, parfait. OK, chauffant pareil. Le PFT, on commence avec quelque chose. C'est ça, on va partir de là. Fait que... chaque client, la qualité de nos projets, ça dépend de la vision des gens qui sont là aussi. Les architectes font une grosse différence dans la qualité de nos projets. Puis c'est pour ça que tu m'as entendu dire ça dans la première partie. Le leadership appartient à tout le monde autour de la table. De partager les risques, puis de les identifier ensemble, puis de comprendre les risques de tout le monde. Tout le monde autour de la table n'a pas les mêmes risques, puis comment on peut adapter chacun de nos conceptions à une gestion de risque globale, qui est le résultat du projet. Fait que c'est pas juste de la technique, ce qu'on fait. Non, il y a beaucoup... Puis tu sais, il y a beaucoup de politique que j'appelle, mais moi, je vois beaucoup plus ça comme de la psychologie, tu sais. Puis c'est une chose que moi, j'ai adoré. J'ai eu des mentors depuis... Je pense, j'étais en première année de bac, premier stage que j'ai fait, j'ai quelqu'un qui m'a pris sous son aile, puis j'ai évolué avec ça. Mais tu sais, tout le côté psychologique de notre métier, je trouve que c'est une lacune au niveau de l'enseignement. Tu sais. Je dis tout le temps, il y en a beaucoup qui vont l'apprendre sur le tas. Il faut le vivre. Tu sais. Mais moi, je pense qu'on devrait... éventuellement, il y a le doyen de Polytechnique qui veut avoir une conversation à ce sujet-là. Je suis disponible, mais j'aimerais ça, qu'on encadre mieux les futurs ingénieurs ou futurs professionnels. On va y aller at large, mais le côté communication, d'amener ça à un autre niveau, parce que c'est un travail d'équipe. Ça n'existe plus des gens qui travaillent dans leur coin tout seuls. Oui et non, parce que dans une équipe comme celle de Boutiette-Parizeau, on a besoin des forces de tout le monde. Puis, il y a des ingénieurs qui aiment moins ça aussi, communiquer, là. Comme le travail que moi je fais, et ça leur tente pas de le faire. C'est pas donné à tout le monde. Ça leur tente pas de le faire. Mais en même temps, j'ai besoin d'individus dans nos équipes extrêmement minutieux. Puis je me sens capable, des fois, de dire à un client en le regardant dans les yeux, on va faire ça. On est capable de faire ça. Parce que je pense à des gens qui sont minutieux, rigoureux, qui composent une équipe. Puis c'est cette addition de force-là qui fait notre force. Là, il y a l'aspect communicationnel, gestion de risque, qui est aussi appuyé sur une rigueur puis une force technique qui est essentielle. Fait qu'il y a de la place pour tout le monde, puis si on avait juste du monde comme moi, des idéateurs comme moi, on s'en sortirait pas. Là. Ça prend vraiment, dans nos équipes, des gens qui ont cette capacité de concentration-là pour voir des endroits où moi, j'ai pas encore vu qu'il y avait un problème. Et me demander, là, on va devoir l'adresser aussi dans ta gestion de risque. Tu sais pas encore qui ça s'en vient, mais il va avoir un problème. On va frapper un mur là. Il est là, ouais. J'ai une autre question pour toi, Bruno. Tu parlais tantôt en partie 1 que tu fais partie de la troisième, quatrième vague d'actionnaires de Boutiette-Parizeau. Pourquoi tu as décidé d'embarquer dans tout ce côté-là? Qu'est-ce qui t'a... Je sais que tu es comme dans ça, puis
go with the flow. Te connaissant, c'est comme go with the flow, mais parce que tu aurais pu continuer. Il y en a plein, là, vous êtes 500 cucs. Ouais. Tu aurais pu continuer comme plein d'autres, mais pourquoi le côté actionnaire, de où ça vient? Y a-tu quelque chose qui t'habitait que tu t'es dit, tant qu'à y aller, on va aller en ligne? Ou? Du tout. Je pense que c'est dans les concours de circonstances. Je me connaissais pas une fibre entrepreneur particulière. Là. Je continue d'être un idéateur. Puis je pense qu'autour de moi, mes collègues avaient envie qui ont peut-être des fibres vraiment plus business entrepreneurs autour de moi, d'avoir un idéateur comme moi autour de la table. Là. Ça fait pas partie d'un grand scheme qui était réfléchi en amont. Là. C'est arrivé un jour, puis je pense que ce que j'ai le plus de misère dans la vie, c'est de dire non. J'essaie toujours de tout faire en même temps. Fait que j'avais juste dit oui, puis je suis bien content du outcome de tout ça, puis de comment ça se déroule. Ça m'a permis aussi de faire vivre des idées. Je te disais avant le podcast que ça fait longtemps que je voulais réformer un peu la pratique du génie, puis l'amener à un autre niveau. Fait que, au travers de tout ça, je pilote la transformation numérique du bureau. C'est un grand mot pour dire... T'avais du temps libre. T'avais un petit 20 heures de libre cette semaine. Non, mais il faut que je rende hommage. Majeur. Faut que je rende hommage à ceux qui font le legwork. C'est les programmeurs, c'est les gens en BIM qui font vivre cette vision-là, là, puis qui la programment, la préparent, en font les présentations, puis la répartissent. Mais en même temps, moi, mon rôle dans ça, c'était d'avoir l'idée, de les supporter, de les appuyer pour que ce développement-là se fasse, pour qu'on n'utilise pas juste les nouveaux outils de modélisation 3D qui servent j'ai l'impression, des fois, à tout le monde, sauf à nous autres, là, parce que les entrepreneurs veulent aller plus vite grâce à ça, les clients veulent mieux mesurer la valeur économique de leur projet, mais nous autres, on a les mêmes honoraires pour le faire. Alors, à quel moment est-ce que, dans le fond, ce qu'on va mettre dans cet outil-là, on va pouvoir y capter du savoir, on va pouvoir être plus efficace? Quelles tâches de génie sont encore récurrentes qui pourraient s'automatiser? Le robot peut nous aider à faire quoi en génie? T'sais? Puis, on va t'en donner juste un. Bon, on va en brainstormer, tu vas voir. Je veux aider notre architecte à ajouter des fenêtres, les enlever, puis les transformer comme il fait depuis toujours, sans qu'on soit obligé de recommencer à chaque fois nos calculs. Calcul de charge. Moi, je veux importer les enveloppes puis les mises à jour d'enveloppes qui mettent à jour les calculs des ingénieurs d'un seul coup. C'est-tu niaiseux? On est en 2020, je me projette l'an passé, puis en 2022, ça sera plus le cas, mais il fallait quand même encore mesurer les fenêtres ou demander à la maquette, cliquer les fenêtres, puis retransporter l'information. Faut que la gestion de toute l'enveloppe, des superficies, tout d'un coup automatique, mise à jour automatique sur une base de données centrale, pour que, ultimement, à la fin de l'année prochaine, on soit capable, en plus, de sortir pour des clients des statistiques. Alors, pour une volumétrie d'enveloppe et une superficie de plancher comme celle-là, par rapport à tous les projets qu'on a faits en 2022, le vôtre est moins performant de tel pourcentage. Pourquoi? Parce que je suis capable d'interroger une base de données. Je n'ai pas besoin de réouvrir des projets, puis les analyser, puis de monter un chiffrier Excel comparatif. C'est instantané. Ça, c'est de la captation du savoir. C'est ça, la transformation numérique qu'on fait chez Boutillette Parizeau. Être en avant dans notre industrie. Mais j'étais avec un architecte, on discutait de ça, puis en fait, il est architecte et promoteur. Puis il me disait, tu sais, Bruno, en ingénierie, tu sais, vos colonnes de drainage, là, il dit, je rajoute tant d'espace. Je devrais avoir tu sais, mettons, je rajoute des espaces, mettons, restaurant. Je devrais être en mesure. Il dit, là, je prends le nouveau plan, je t'envoie, j'ai fait des restaurants, Bruno, maintenant. C'est plus juste du stockage, je fais des restaurants. Parfait. Là, toi, tu le prends, tu le rentres dans ton système. Là, tu m'en reviens. Là, tu retournes voir, OK, ça, c'est quoi mes risques, quoi les grosseurs de drainage, d'alimentation d'eau. Il dit, en bout de ligne, là, tu te fais pas comme, OK, il va nous falloir ça, tu sais. Tu fais tes calculs. Mais il dit, tout ça, là,
OK, j'arrive dans un resto, j'arrive dans un bâtiment, je veux mettre des restaurants. C'est quoi l'impact sur mon drainage? C'est quoi l'impact sur mon alimentation d'eau? C'est quoi l'impact sur ma qualité d'air? Il dit ça, là, je devrais avoir ça là. On est rendu à l'ère numérique, mais tu sais, ça, c'est une des facettes que je trouve qu'on refait, tu sais. On refait. C'est un autre exemple. En plomberie, par exemple, chez Boutiette Parizeau, c'est une des tâches récurrentes qu'on a identifiées, celle de compter sur le plan combien il y a d'appareils, repasser ça dans un fichier de calcul. On a des outils normalisés, donc, pour retrouver dimensions, chauffe-eau, entrée d'eau, alouette, les besoins de plomberie d'un nouveau bâtiment. Mais ça, là, on est déjà, pendant qu'on essaie de faire ça dans un fichier Excel, il y a un technicien hyper spécialisé chez nous qui... des fois, je dis, il est en train de jouer un jeu vidéo, il est dans un espace 3D, puis il place pour vrai ces appareils-là dans une maquette numérique à l'échelle. Bien, là, on a mis de l'intelligence dans chacun des appareils qui sont là maintenant. Ce qui fait que, à tout moment, si j'ai des nouveaux appareils qui apparaissent dans le modèle numérique, on veut extraire directement les quantités, les besoins en eau, les effets en drainage, faire réapparaître c'est quoi l'effet global sur chacune des composantes. Aujourd'hui, on est sur les entrées de service. J'espère qu'on sera capable d'aller rapidement vers les colonnes, puis aller plus loin dans notre design, dans l'optimiser. Mais aujourd'hui, on est sur dimension chauffe-eau, entrée d'eau, puis les effets sur est-ce que finalement l'entrée d'eau est assez grosse pour ce qu'on est en train de faire, puis ça s'update automatiquement. Oui. C'est ça. On s'en va là. C'est utiliser tant qu'à subir cette coordination spatiale-là, bien, on ajoute dans ce savoir-là ce qui nous concerne, nous. Puis ça fait des années que la conception 3D en structure a plein d'outils automatisés dedans, puis que Autodesk lui-même puis ses compétiteurs le planifient pour les ingénieurs en structure. Les architectes qui ont tous les rendus visuels. Les ingénieurs mécaniques et électriques, si tu demandes, il n'y a absolument aucun développement qui se fait. On a décidé que si on voulait être en avant, il fallait qu'on le fasse. Bien, juste de l'architecte qui vient déposer dans la maquette une toilette et on a établi, tu sais, souvent dès le départ sur le projet, on établit les positions des colonnes, mais la personne qui vient mettre la toilette là, moi, ce que j'aimerais, là, je pense, moi et tous les ingénieurs en mécanique, mais j'aimerais ça que la ligne de drainage qui s'en va à ça se dessine. Mais tu sais, commençons, Bruno, par les calculs. Avant d'en arriver là, on a du chemin à faire. Là. Je sais qu'on a un parcours à faire pour aller là, sauf que on s'entend-tu que, imagine que l'architecte, elle met plus sa toilette là, elle la met ici. Et que ça se refait. Mais ta colonne se suit. Là. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a énormément de travail. Là. Je parle avec certains programmeurs, puis ils me disent hey, bonne idée, très bonne idée, by the way, mais on n'est pas là. Puis ils sont tous à me dire là, ce que vous voulez initialement, c'est que les calculs update. Après ça, une fois qu'on va être rendu là, que tout le monde va être là, on fera la suite logique dans tout ça. Oui. Il faut que l'outil nous aide parce que l'industrie veut aller de plus en plus vite. Donc, on n'a pas le choix de l'adapter. Puis, tu sais, quand les gens disent ben vous avez beaucoup d'ouvrages, ben on a des meilleurs outils. Ben, à la fin de la semaine, là, c'est ça la réalité. Si on veut faire face à la demande du marché, ben il faut qu'on soit présent, qu'on soit en avant. C'est pour ça que de plus en plus, on prend des projets où on est capable, je trouve qu'ils ont, une valeur structurante. Ils ont une valeur structurante, ces projets-là, parce qu'ils permettent, avant on disait, ils permettent de faire une nouvelle entrée au CV, de la qualité de l'entreprise. Oui, c'est encore vrai, là, mais il y a d'autres projets qui ont des valeurs structurantes, comme le programme Maison des aînés, où on s'est dit, on en a profité maintenant. Est-ce qu'on peut dessiner, je vais rester sur la plomberie, dessiner la plomberie au réel? Ça, là, ça, c'est tough parce qu'on a encore toute une base contractuelle en 2D. Il faut que j'imprime en 2D puis qu'on voit quelque chose. Là, il fallait dessiner 2 fois. Une fois pour prouver que ça va fonctionner, puis une autre fois pour imprimer. Là, on a commencé à dessiner des plomberies au réel. Bon, le même nombre de fittings, exactement. Ça veut dire
Ça pose un méchant défi aussi pour l'expertise des techniciens, parce que les techniciens, c'est pas des plombiers. Ils savent pas exactement les longueurs de chacun des fittings, de chacun des morceaux. Ils ont tracé c'est des concepteurs. Dimension, capacité de charge, pas fitting, distance entre deux fittings, distance entre deux sports. Hey, c'est tout un autre art. Là, il faut qu'il y ait un certain niveau qui soit déjà prénumérisé. Puis en plus, hey, c'est vrai, immense différence entre la pratique client privé, client public, qu'on oublie tout le temps. Puis quand j'ai des entrepreneurs qui sont habitués de faire du privé, puis qui arrivent à faire du public, comme c'est le cas ces temps-ci dans l'ébullition du marché, hein, grosse différence sur les ententes sur nos plans. La principale doctrine dans un appel d'offres public, c'est de permettre à tous de participer. Moi, comme ingénieur, l'approche est complètement différente. Ça veut dire que la chaudière électrique, je faisais pas plus tard qu'hier de l'éducation à ce sujet-là, la chaudière électrique, là, il y en a 5 au devis, puis tu as le droit d'en présenter une équivalente en plus que je connais pas, sous réserve que je la révise. Ils ont toutes des dimensions différentes, les fittings sont pas aux mêmes places. Fait que tu me demandes un plan numérique, 3D, où toute la coordination spatiale est faite, mais tu as le droit de soumissionner avec n'importe quel autre appareil que celui qui est sur mon plan. Fait que dans le fond, il faut que je fasse une démonstration que ça peut rentrer, puis tu vas être capable de compléter l'installation professionnelle en installation, entrepreneur. Tu as le droit d'en prendre une plus grosse. Tu as le droit. Elle est moins chère pour toi. Parfait. Ouais. Mais le dessin, il faut l'ajuster. Puis il faut que tu coordonnes avec les effets sur les autres corps de métier. Au privé, principale différence, je vais commencer par dire, c'est qui ton plombier sur la job? Good, je vais l'appeler. Avec qui tu veux travailler comme fournisseur? Good, c'est ça qui va être sur le plan. Ça va être parfait du premier coup. On peut aller plus loin. On a des entrepreneurs en ventilation maintenant qui ont leur famille directement de la tôle de l'usine. Mais c'est sûr que si je suis dans un design build, que l'entrepreneur en ventilation est choisi, fou d'une poche, on va dessiner avec ses familles, on va directement dessiner avec les choix, les dimensions, ses préoccupations, les fournisseurs avec qui il veut travailler. Le plan de fin de conception est beaucoup plus proche d'un plan d'érection. C'est normal, parce que j'ai pas eu à faire une ouverture au marché là, à tout le monde. Puis tu le sais, même dans le cadre de ton travail, on a des spécifications qui doivent permettre, des fois, tu vas le voir, mais oui, mais tu ouvres la porte à ce compétiteur-là, son produit n'est pas vraiment équivalent au mien. Mais combien de fois qu'on l'a eu, cette conversation-là? J'ai pas le choix de donner une ouverture au marché, c'est l'intention. Puis nous, c'est beaucoup plus de travail. Mais c'est de voir tous les scénarios. Et sur toutes les étapes du projet, que ce soit dans la planification de la solution idéatrice, ben là, tu t'en vas dans tel type choix de technologie, auras-tu assez à la fin de ton design de manufacturier? Es-tu une solution unique? Est-ce qu'on est obligé d'aller vers une solution? Le public, c'est laisser la chance à tout le monde de faire la construction. Ça, c'est fondamental. Quand tu as des entrepreneurs qui ne faisaient que du privé, je pense à un cette semaine d'ailleurs, qui arrivent devant des plans publics, ils se rendent compte que là, il va dire, mais ça marche pas. Mais ça marche pas à cause des choix que tu fais. Fais les mêmes choix que moi, tu vas peut-être travailler moins en dessin, mais l'économie que tu fais vaut peut-être la peine que tu redessines. Tu la recheck. C'est ta game. C'est ta game. C'est ça ce qui est fondamental au public. Puis je pense que c'est correct. Je pense que c'est correct. J'aime mieux cette méthode-là, personnellement, que la méthode américaine ou beaucoup du reste du Canada, où les projets sont écrits sur 300 pages de description, puis après ça, c'est juste du clé en main. C'est juste réussir à battre le document pour faire un projet, on va dire, plus efficace, mais dans la vraie vie, à plus grande profitabilité. Je trouve ça correct qu'il y ait une catégorie de projets publics où on ouvre le marché et on vise une qualité. Je trouve ça remarquable que le Québec, on soit encore dans cette direction-là. Est-ce qu'on devrait faire place à plus de bonnes idées de technologies différentes
qui serait, dans ce cas-là, peut-être à moindre compétition? Je pense que oui, on va peut-être trop loin, surtout dans la production d'énergie. Là, il faut qu'on accepte que des fois, il y a des manufacturiers qui sont à l'avant-garde. Et dans le domaine public, c'est plus difficile de faire de la place aux manufacturiers d'avant-garde. Ça, je conviens que c'est une lacune. Mais, tu sais, la game de faire, je reviens toujours à ça, la game de faire des écoles primaires dans d'autres provinces, je ne vais pas y nommer. Là. Avec des rooftops. Il n'y a pas de place à innover. Non, puis une des... tu sais, c'est comme... le but d'un manufacturier, c'est de cibler un besoin réel du marché, puis d'être le premier à sortir ça. Ouais. Puis, je l'ai vécu avec certains de mes manufacturiers. Le milieu nous demandait on peut en parler, une désinfection thermique, pour les douches, puis dû à gestion des risques et tout ça. Alors, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais là, c'est comme un besoin que les hôpitaux nous ont parlé. On aime bien ça, désinfection thermique, ces robinets Puis là, il y a plusieurs manufacturiers qui le font. Parfait. Êtes-vous capable de regarder pour les bains, les douches? OK, on va amener ça comme idée. Puis là, on envoie ça à nos manufacturiers. Brainstorming, tout ça. Puis il dit, on travaille là-dessus, on embarque. Ça fait plusieurs pays qui nous demandent ça. On le fait. Là, tu sors, mais là, tu es tout seul. T'es unique. Puis là, tu parles avec tous les gestionnaires immobiliers de ce type d'établissement-là, puis ils te disent hey, génial, merci, c'est ça qu'on veut. Puis là, on arrive dans le vide. C'est difficile. Puis là, c'est comme, OK, trouver une façon qu'on peut inclure d'autres mondes. Là, tu te dis, attends, là, tu me demandais ça comble le besoin que tu avais. Innovation exceptionnelle, tout marche bien, on l'a essayé, tout va bien. Merci beaucoup. Maintenant, trouve-moi des compétiteurs. Mais là, je dis, mais il y a des brevets, ils peuvent pas copier, ils doivent aller travailler. Puis là, y a-tu un réel marché pour avoir 8 compétiteurs là-dedans? Non. Fait que là, on va peut-être en avoir un, peut-être 2, peut-être 3. Fait que là, tout ce thinking-là, mais tu sais, là, moi, je le vis en robinetterie, mais je l'ai vécu. Il y a plein de technologies, là, tu sais. C'est l'une des deux lacunes, là. C'est les nouvelles innovations sur le marché public sont difficiles à intégrer, puis faire face aux défis de numérisation dans les bibliothèques numériques des bâtiments à l'échelle, à l'étape conception, à cause de l'ouverture au marché, c'est assez limitant. C'est assez limitant, puis les gens ont tendance à oublier qu'on doit concevoir avec une ouverture. Puis, ça m'est déjà arrivé avec des clients de me dire ouais, mais là, dessine-en en 3 avec 3 chillers différents. Ouais, je veux bien, mais même si tu me payais pas, il faut que tu me donnes le temps. C'est plus long. Alors, puis si je me mets dans les intérêts de tout le monde autour de la table, je pense que notre méthode est quand même bien. Les entrepreneurs n'aiment pas ça, redessiner nos dessins, puis ça chiale, mais dans le fond, ils ont une partie quand même assez simple. Toutes les réunions d'encadrement avec le client sont faites. Les spécifications sont faites, la conception est faite, le dimensionnement est fait, l'échelle volumétrique est faite, la démonstration de constructibilité est faite. Ben oui, il peut rester des interférences, il peut y avoir des difficultés, il faut que tu te coordonnes, puis tu as des joueurs qui sont tous autour de la table parce qu'ils étaient les plus bas soumissionnaires, ils n'ont pas tous le même niveau de développement technologique que ton entreprise. Je comprends que c'est plate. Mais c'est déjà mieux ça que ce que c'était il y a 7-8 ans, où nous autres, nos surveillants de chantier, passaient sa job et faisaient arracher toutes sortes d'affaires en descendant parce que ça, pas accessible, tu recommences. Pas accessible, tu recommences. Conflit, tu recommences. Là, on fait plus ça. On se stune pendant 6 mois sur une maquette numérique, mais quand on roule le chantier, on te le traverse d'une traite. Ça, présentement, il y a beaucoup d'adaptation sociale, j'ai envie de dire, dans la dynamique qui se crée. C'est correct, mais c'est un peu pénible certains jours. Ouais. Bien, comme n'importe quoi, quand on fait une évolution, on aimerait ça que Day One, ça passe. Mais tu sais, moi, je dis tout le temps qu'il faut passer par cette fameuse période d'adaptation-là où OK, puis
Puis là, de tout ça, il y a une méthode qui va sortir, ou une façon de faire qui va ressortir, qui va se simplifier. Parce que, tu sais, les entrepreneurs, refaire les dessins, ouais, tu sais. Mais tu sais, tu dis en bout de ligne, tu as pris la décision de refaire les dessins parce que si tu suivais ça, ben, ça fonctionne. T'sais. Fait que oui, mais moi je pense on est là-dedans dans le transfert numérique, toute numérisation de l'ingénierie, on est là-dedans. On va s'en reparler dans 5 ans. T'sais, on va s'asseoir et on va dire comment on travaillait dans le temps, ça n'a pas d'allure, là, tu sais. Le temps file, là, je vais te parler d'une vision que j'ai pas eu l'occasion encore de te parler. Je te disais dans la première partie qu'on avait un problème à affronter au Québec, qui était le déficit de chaleur. T'sais, comment on va faire pour pas utiliser du tout d'hydrocarbures puis frapper notre hiver? Ah ouais, ça, tu m'as dit ça, puis là, j'étais... OK, ouais, je te voyais pas parce que... Mais tu sais, les gens m'en demandent un nouvel hôpital, mettons un nouvel hôpital là, dans un champ qui s'en viendrait, mettons. Ben, le besoin de chauffage en hiver, c'est 20 mégawatts. Puis là, les gens me demandent, on pourrait pas faire de la géothermie, mais 20 mégawatts. Puis en plus, on a besoin de 6 mégawatts de vapeur, donc très haute température. Les procédés, là, stérilisation, buanderie... Ça se fait pas avec de l'eau chaude, là? On ne fera pas ça avec de l'eau chaude qui sort à 10 du sol, là, qu'on est capable de monter à 40. Là. C'est pas ça, le 10 degrés Celsius. Fait que ça prend une solution de production de chaleur. Quand j'arrive dans des projets des plus hautes latitudes, on peut dire qu'on pourrait faire de la biomasse forestière. On peut décomposer des poubelles puis faire du gaz naturel renouvelable, mais globalement, comment on va y arriver? Tous ceux qui me demandent, on ne pourrait pas mettre des éoliennes, tu sais. Mais là, une éolienne, là, ça fait 1 mégawatt. Puis ça fait beaucoup de noise. 80 mètres de haut, minimum 500, puis souvent 750 mètres de toute habitation, 300 mètres entre elles. Ah ouais, fait que pour un projet d'hôpital, je vais en planter 20 comme ça, des mâts de 80 mètres. Ça fait pas de sens. La centrale hydroélectrique au fil de l'eau de Rivière-des-Prairies, c'est genre 49 mégawatts au complet. Fait que je fais 2 hôpitaux de NEPU. Ça marche pas non plus. Comment on va affronter ce déficit de chaleur-là? Bien, moi, une multitude de réponses, mais j'ai un petit rêve, puis on en parle beaucoup dans les médias maintenant, mais pour moi, c'est l'hydrogène vert. Je rêve de réussir à avoir, dans les projets 2035-2040, là, les premiers endroits où je vais pouvoir hydrolyser de l'eau avec des surplus d'électricité que j'ai au mois de mars. Tu sais, quand on a la fonte des neiges puis qu'on ouvre l'évacuateur de crue qu'on appelle la marche des géants, là, le plus gros évacuateur de crue, hein. Ben moi, je pourrais hydrolyser à côté de mes hôpitaux. De nos hôpitaux, de nos bâtiments institutionnels. Et quand j'aurai une panne électrique ou quand j'aurai une pointe de chauffage, je recombinerai, parce que c'est même plus brûler de l'hydrogène, je le recombinerai pour faire de la chaleur. Présentement, le processus n'est pas hyper efficace, j'en conviens, là, dans les technologies, mais je pense que c'est une avenue qui est hyper prometteuse. Je pense qu'on peut aller aussi avec de la géothermie très profonde, celle où on descend assez creux que l'eau est assez chaude. Mais aujourd'hui, pour un défi chez Boutillette Parizeau, quand tu as des aussi grands projets que ceux qu'on a, qui doivent affronter des 15, des 20 mégawatts, il y a des clients qui sont hyper visionnaires. En ce moment, j'ai un grand campus universitaire du centre-ville qui a eu l'audace de nous faire travailler sur une production de vapeur électrique à 20 mégawatts. 6600 volts qui rentrent dedans. 2 lignes Hydro-Québec avec une coordination pour réussir à faire démarrer ces équipements-là. On est en train de la construire pour vrai. Un client en or exceptionnel. Tu lui dis, ouais, on vient de finir les études, ça va coûter 2 fois plus cher. OK, on va avoir besoin de 6 mois de plus pour faire les plans préliminaires, puis ça va coûter 1,5 fois plus cher. Puis à chaque fois, on nous a dit, oui, il faut qu'on affronte ce défi-là, puis on va y aller. On va y aller. Puis ça, c'est le défi des ingénieurs en bâtiment de contribuer à la décarbonisation du Canada. Puis c'est le défi qu'on se donne chez Boutillette Parizeau, de trouver des opportunités pour
pouvoir penser comment nos bâtiments seront en 2035. Parce que c'est aujourd'hui qu'on y pense. Bruno, tu sais quoi? On va finir là-dessus. C'est rafraîchissant de voir comment tu veux amener l'ingénierie, puis tu as un souci. Et là, je parle de toi, mais je le sais que tu es entouré d'une équipe, puis mais c'est rafraîchissant de voir que ben on fait plus juste des boîtes à beurre. Il faut réfléchir à pourquoi. Il faut réfléchir à comment on va l'opérer. Puis comment on va l'opérer pour nos enfants. On fait pas juste un bâtiment. Ouais, on fait un morceau de la société à chaque fois. Exact. Fait que, tu sais, c'est quand moi je suis parti en ingénierie, c'était pour ça. T'sais. Puis des fois, on a tendance à déroger un peu de nos plans. Le monde, le courant. Puis ça, c'est tout à ton honneur, parce qu'à l'université, tu étais un visionnaire, tu voulais changer le monde. Puis là, petit peu à petit peu, ben là, t'en as fait plus que petit peu, là, mais t'en as fait déjà beaucoup avec 17 ans de carrière. Tu t'es entouré des personnes, tu t'es donné la possibilité de changer le monde, puis là, t'es en train de le faire sur les projets de 2030, 2036. Tu sais, c'est trippant. En tout cas, je suis persuadé que le monde va avoir adoré le podcast. En tout cas, moi, j'ai adoré notre conversation. Tu as des idées, Bruno, qui nous permettent d'évoluer. Continue d'être comme ça. C'est tout à ton honneur. Puis la société, des fois, nous pousse à être plus comme toutes les autres, mais d'être conforme. Puis garde ça, s'il te plaît. Parce que c'est rafraîchissant, puis c'est ce qu'on a de besoin pour construire le monde de demain. Là. Merci, Bruno. Ben, merci à toi. Je vais remercier Mylène, Antonella, encore une fois. Merci beaucoup, mesdames, pour tout le support que vous me donnez au niveau marketing. Nick, Fred, je pense que vous comprenez pourquoi on fait ça. C'est pour rencontrer des gars comme Bruno, puis que tout le monde les connaisse. Merci à Nicole, à la console, encore une fois, service impeccable. Pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec d'autres belles histoires comme celle-là. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.